Bienvenue sur KeyTime, le podcast des acteurs du numérique proposé par l'EFRAY. Grâce à notre machine à voyager dans le temps, mise au point par les étudiants de l'EFRAY, nous allons revivre ensemble 3 dates clés de la vie d'un professionnel. Je m'appelle Laure Guibora, diplômée de l'EFRAY, et aujourd'hui je vous propose de revivre les événements marquants d'Amanpreet Kaur Colombier. Bonjour Amanpreet. Bonjour. Bienvenue sur le podcast KeyTime. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quel est le poste que tu occupes actuellement ? Donc, je suis Amanpreet Kaur Colombier, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 5 et 3 ans. J'occupe le poste aujourd'hui de responsable du pôle produit news et production interne. Donc en gros, c'est la gestion de tous les projets SI et broadcast pour la news au sein du groupe TF1. Très bien. Alors, avant de commencer, je te propose une petite intro et puis après, on enchaîne sur notre voyage dans le temps, si ça te va. Alors, il y a, je trouve, dans ton parcours un côté aventureux par le fait d'avoir toujours cherché à être dans un environnement qui te stimule, qui te parle et dans lequel tu t'épanouis. Ta curiosité et ton audace t'ont poussé à être consultante pour tester et voir le plus de choses possibles. J'ai comme l'impression qu'avec toi, la notion d'échec n'existe pas et n'est autre qu'une occasion pour en apprendre davantage. Tu es de ces personnes qui savent reprendre leur place et qui n'attendent pas qu'on le leur donne. Les prises d'opportunités, ça te connaît, tu sais les identifier et les saisir. Et pour comprendre un peu plus pourquoi je dis tout ça, je te propose de nous partager ton code temporel et de nous mettre en appétit pour ce nouveau voyage dans le temps. Alors, mon code temporel, c'est le 10, 14, 20. 10, je suis à l'EFRAY, présidente d'association. 14, c'est la fin en fait de ma première mission professionnelle. Et 20, c'est le retour de mon 2e congé maternité dans une année bercée par le Covid. Eh bien, c'est parti pour lancer la machine et commencer notre premier voyage. Allons-y. Nous sommes le 16 mars 2010. Il y a une 50aine d'étudiants dans l'amphi rouge de l'EFRAY, qui s'appelle d'ailleurs le E003 dans l'époque que nous venons tout juste de quitter. Une vidéo de l'année écoulée passe sur le projecteur et tout le monde a l'air très très ému. Effectivement, on vient de finir en fait le bilan de notre mandat au sein de FAP-EFRAY. Donc en fait, c'est l'association dont je suis présidente. On est en train de faire le bilan de l'année qui s'est écoulée, donc avec les membres de mon bureau, donc qui sont des amis très proches maintenant. Ça a été une sacrée aventure et on a la sensation de tourner une page importante de notre vie. Et pourquoi ce sentiment que justement vous passez une page importante ? J'ai pris mon poste de présidente au sein de FAP-EFRAY. J'étais en L3. Donc c'est une année qui marque un peu un tournant quand même dans la vie d'étudiant parce que on a passé quelques mois à l'étranger, on reprend nos marques sur le site de l'EFRAY, on est assez chargé, on a les DE, on a les périodes de rush, etc. Et on prend en plus en charge une association. FAP-EFRAY, c'est une association qui fait de la formation en particulier, à la fois aux seniors pour l'insertion dans le monde du numérique, pour ces personnes qui peuvent être un peu coupées en fait, de ces technologies-là, mais également au sein des collèges et au sein des personnes en réinsertion professionnelle, leur apprendre à faire un CV, une lettre de motivation via du traitement de texte sur un ordinateur. Cette association ne rémunère pas les étudiants qui travaillent, qui travaillent bénévolement, en fait, du coup, à former le grand public. Donc, j'ai un espèce de challenge de comment motiver ces étudiants qui sont pris par leur vie étudiante à côté à les impliquer dans cette association et créer un esprit d'équipe pour leur montrer, en fait, la vision et l'objectif que j'ai pour FAP-EFRAY. C'est une année qui est chargée pour moi, c'est aussi une année qui est chargée pour toutes les personnes qui sont impliquées dans l'association.
Et en fait, c'est une sacrée aventure parce que, en plus d'être très très impliqué à traiter tous les mails de l'association, à traiter les partenariats, à gérer un budget, à faire des demandes de subventions auprès du bureau des frais, en fait, moi personnellement, ça m'a beaucoup apporté. C'était une année très chargée, mais ça m'a énormément apporté parce qu'on a réussi à aller là où on voulait aller, c'est-à-dire à faire grossir l'association, à créer cet esprit d'équipe. Et du coup, là, la page se tourne et on se dit, OK, en fait, c'était une sacrée année parce qu'on se rend compte via cette vidéo, tous les événements qu'on a organisés, que ce soit pour les seniors, que ce soit sur le campus de l'Effray, pour attirer des nouveaux candidats, justement tous les entretiens de recrutement, parce qu'on prenait ça très, très au sérieux, bien sûr, tous les entretiens de recrutement qu'on a fait passer à ces étudiants pour trouver les bons candidats, les bons formateurs. Et en fait, là, ça y est, on a fait le bilan et on se dit, bon, bah, la page se tourne. On retourne à notre vie étudiant et on lâche un peu l'association et notre poste à responsabilité au sein de l'association. Et est-ce que tu dirais que cette expérience associative t'a aidé pour trouver ton premier stage ou ta première expérience professionnelle en sortant de l'école ? Oui, je pense complètement parce que, en fait, quand on est étudiant, on a un CV finalement assez léger quand on cherche un stage parce que c'est les stages qui sont censés constituer le CV. Là, en l'occurrence, ça me permet de mettre en valeur une expérience d'un an à un poste important qui demande des soft skills qui sont aussi recherchés par les entreprises du type du leadership, de la rigueur, savoir maintenir un budget, savoir motiver des équipes. Donc, c'est un premier pas, en fait. C'est déjà une première expérience à mettre sur le CV. C'est un premier pas dans le monde de l'entreprise, quelque part, en montrant que j'ai déjà ces valeurs-là. J'ai déjà acquis ces valeurs-là. Et d'ailleurs, donc, pour mon stage, c'est de la chance ou de l'opportunité. On peut tourner ça comme on veut, mais je le trouve grâce aux forums d'entreprise organisées par l'Effray. Donc je me rappelle encore me rendre au stand de Louis Vuitton en me disant c'est quand même la classe, c'est une marque de luxe, ce serait quand même chouette d'être en stage, ça fait bien sur le CV, et puis c'est assez valorisant en fait de dire je fais mon stage chez Louis Vuitton. On s'attend pas en plus forcément à avoir Louis Vuitton à l'Effray. Déjà Louis Vuitton à l'Effray, puis se dire en fait je suis étudiante en informatique et je peux travailler dans le monde du luxe. Quoi. C'est vrai que moi je sais pas, c'est pas forcément quelque chose que je visais, mais le stand est là, je me dis tiens c'est chouette quand même. Donc je me rappelle me rendre à ce stand en tendant mon CV, en expliquant que je suis très motivée pour trouver un stage de fin d'études, je veux faire de la gestion de projet. D'ailleurs, j'ai été présidente d'association, donc je sais comment gérer un budget, comment gérer un planning, comment avoir des objectifs et les tenir, etc. Et j'en profite aussi parce que je sais que Louis Vuitton, c'est une entreprise, c'est une maison qui a tourné à l'international, mais je sais que les développeurs se trouvent en Inde et je me dis tiens, c'est l'occasion de en fait, mettre en valeur quelque part mes origines, parce que j'ai des origines indiennes, et de leur dire ça a de la valeur en fait, c'est pas juste... Parfois, on peut se dire ça va me faire défaut, faut pas que je mette mon nom sur mon CV. En fait, je vais être rejetée par mes origines. Et en fait, là, je me dis, non, en fait, jouez-en. C'est une qualité. Mets-la en valeur. Et donc, je leur dis, moi, je suis d'origine indienne. Je parle l'hindi, donc la langue nationale. Et puis, j'ai les codes, les codes de la culture, enfin, les codes culturels. Je pense que je peux vous apporter quelque chose. Bon, c'est un peu au culot, et puis on peut se dire, en fait, on peut me regarder avec des gros yeux, mais pourquoi il nous raconte sa vie, en fait ? Mais bon, finalement, qu'est-ce qu'on perd à le faire ? Donc, je le fais, et c'est comme ça que j'ai décroché mon stage, finalement. Ouais, c'est une super opportunité. Et du coup, tu as pu utiliser justement cette langue-là après au travail ? Effectivement, alors à l'Effray, on nous inculque l'anglais, le TOEIC était il faut un score minimum au TOEIC que j'avais, mais c'est vrai que pratiquer l'anglais dans le monde de l'entreprise, c'est pas quelque chose qui est comment dire. Moi, personnellement, j'étais pas très à l'aise pour parler à l'oral, à l'anglais, tenir une conversation, etc. Et donc, je me rappelle encore me retrouver dans une réunion avec des Indiens, du coup, avec ces développeurs, où je trouve pas mes mots, je bafouille un peu en anglais, puis je me dis, en fait, switch. Tu sais parler l'hindi, en fait. Carrément. Il y a beaucoup de langues en Inde, mais majoritairement, quand même, les Indiens savent parler la langue nationale. Donc, je me dis,
vous parlez hindi? Oui, bah vas-y. Et en fait, mon maître de stage arrive dans la conversation à ce moment-là, parce qu'il était en retard à la réunion, et il me dit, mais vous parlez pas anglais là? Je dis, non, mais en fait, comme je bafouille un peu, bah, j'ai switché, et en fait, voilà. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui m'a bien servi. Je me suis dit, bah, et c'est là vraiment, je me suis rendu compte que ça avait de la valeur, et en fait, faut cultiver cette valeur-là, quoi. Faut pas rejeter ses origines et sa culture, parce que ça peut encore apporter quelque chose bien plus tard, quoi. Eh ben, merci pour ce voyage sur cette première date. Je te propose de passer à la deuxième. Nous sommes le 30 juillet 2014, il est 18h passées. Quand je vois toute cette nourriture, je suis bien contente d'avoir voyagé le ventre vide. Écoute, Amal Prince, c'est un truc qu'on fait jamais, mais là je te propose, viens, on fait une pause parce que ça a l'air très bon. En plus, je crois que c'est toi qui as cuisiné. Je t'invite à taper dans le buffet. Viens avec moi. Top, génial. Je te vois d'ailleurs debout, en train de faire ce qui ressemble à un discours. On est à quoi, un pot de départ? Exactement, on est à un pot de départ. C'est un moment assez émouvant parce que j'ai encore parlé de bilan, mais c'est vrai que le pot de départ, c'est aussi là où on se repasse les années qui sont passées. Donc ouais, je repasse en fait en revue mes 3 ans à TF1. C'est un discours, c'est aussi on fait le bilan et on dit au revoir à ses collègues. Parfois on est content de partir, parfois pas. Moi je suis très très partagée, c'est aussi pour ça que c'est émouvant, parce que c'est moi qui ai demandé à sortir de mission, parce que je suis consultante chez MC2I et je demande à partir de TF1 pour découvrir d'autres choses, mais en même temps je sais ce que je quitte, et c'était 3 très très belles années, parce que c'est ma première expérience, et j'avais l'impression de lâcher un groupe de copains, de sortir d'un groupe de copains, et eux allaient continuer à vivre sans moi, et moi je savais ce que je perdais à côté, quoi. Et tu voulais découvrir quoi? Un nouveau domaine, un nouveau métier? Effectivement, en fait, j'ai rejoint MC2I, donc, qui est une boîte de conseil, en tant que consultante, en me disant c'est l'occasion de découvrir plein de secteurs, plein de métiers différents, en restant dans le confort d'une même entreprise. Donc, je fais 3 ans à TF1, moi, je me dis, bon, c'était pas trop l'objectif que tu t'étais fixé, parce que 3 ans, finalement, c'est très long. Et donc, je demande à sortir pour, effectivement, comme tu le dis, découvrir d'autres secteurs. Et en fait me faire un panel d'expériences différentes pour pouvoir me décider sur ce que j'ai vraiment envie de faire, sur ce qui me plaît réellement, parce que c'est difficile de choisir un secteur quand on ne les a pas tous découverts. On parle là justement de découvrir de nouveaux secteurs et tu venais tout juste de découvrir le secteur des médias chez TF1. Qu'est-ce que tu as fait là-bas concrètement? C'était quoi ta mission? J'ai été amenée à travailler sur le système d'information qui gère la diffusion des programmes, donc de la signature du contrat jusqu'à la diffusion du programme, donc toute la vie finalement d'un programme, c'est-à-dire placer des pastilles CSA, mettre du sous-titrage, voilà tout ce qui entoure un programme. Et donc ce système d'information évolue constamment, parce que les métiers évoluent, les process évoluent, mais on a également le fait d'intégrer des nouvelles chaînes dans ce système d'information. À la base, ce système ne gérait que la chaîne TF1, et petit à petit, il a commencé à faire ce qu'on appelle du multi-chaîne, donc gérer plusieurs chaînes à la fois. Moi, sur ce système qui est en constante évolution, finalement, qu'est-ce que je fais concrètement en tant que chef de projet? J'interviens sur les différentes phases de projet qui sont en agile, en l'occurrence à TF1, donc ça me permet aussi de mettre à profit les cours théoriques qu'on a eu à l'EFRES sur qu'est-ce qu'un cycle agile, comment est-ce qu'on travaille en agilité, en sprint, etc. Mais là, je le vois concrètement au sein d'une entreprise appliqué à un projet de grande envergure. Et quand tu quittes TF1, est-ce que tu trouves ce que tu cherchais dans ces autres expériences? Moi, ce que je cherchais, c'était de la découverte. Donc, j'ai découvert. Par contre, je cherchais aussi la même chose qu'à TF1, c'est-à-dire un super environnement pour se développer, une super ambiance, etc. C'est pas toujours ce que j'ai retrouvé non plus. Donc, on sait ce qu'on quitte, on sait pas toujours ce qu'on va découvrir, mais c'est aussi ça l'aventure en fait. C'est la surprise de ce qu'on va découvrir derrière la porte, quoi. En l'occurrence, effectivement, j'enchaîne après TF1 chez ERDF sur une mission pareille de gestion de projet, mais le projet me passionne pas plus que ça. L'ambiance est assez particulière, c'est beaucoup de prestataires, très peu d'internes, donc il n'y a pas cet esprit d'équipe dont j'ai besoin pour m'épanouir.
Donc finalement, je demande à sortir et puis de fil en aiguille, je quitte MC2I, donc je démissionne. C'est ma première démission pour me dire finalement ça me plaît pas, va voir autre chose quoi. J'enchaîne ensuite chez une toute petite entreprise proche de chez moi, donc pas sur Paris. Pareil, en me disant, c'est une petite entreprise, je vois ce qu'est une grande entreprise par mon expérience chez TF1 et chez RDF. Qu'est-ce que donne un poste dans une toute petite entreprise? L'avantage, c'est qu'en fait, on se dit, on va faire plein de choses. En fait, on va sortir de notre fiche de poste finalement pour faire des choses qu'on n'est pas censé faire, mais c'est ça qui apporte aussi de la valeur quand on travaille dans une petite entreprise. Mais finalement, c'est un peu pareil. En fait, je patauge un peu. Ça me plaît pas plus que ça. Et donc, du coup, un peu un manque de motivation qui me fait quitter en pleine période d'essai ma deuxième entreprise. Donc, on est en 2015. J'ai changé 2 fois j'ai posé 2 démissions. Et là, l'heure du bilan sonne. En fait, qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux aller, quoi? Du coup, tu te poses vraiment à ce moment-là? Oui, je me pose vraiment parce que, en fait... se précipiter pour trouver du travail, parce qu'il faut trouver du travail. Alors, forcément, on a toujours besoin d'un salaire pour vivre, hein, ça c'est un non-sujet, mais en fait, se précipiter pour trouver un travail qui finalement ne nous plaît pas et enchaîner des missions, c'est pas non plus la meilleure des solutions. C'est un peu ce que j'ai fait, du coup, c'est ce qui m'a poussé à démissionner une deuxième fois. Donc, ouais, je me pose cette question de... finalement, tu as fait MC2I, tu voulais voir plein de secteurs, tu en as vu 2, donc c'est vrai que le mode découverte, il était assez restreint. Mais dans ces quelques années qui sont passées, il y a quand même un truc qui t'a marqué, c'est ton expérience à TF1. Pourquoi pas y retourner? Et donc j'y retourne. Je postule en interne, je me dis en fait, c'est là où je me suis éclatée, le secteur des médias c'est quand même hyper sympa, pourquoi pas y retourner? Donc je postule en interne et je suis prise et j'enchaîne du coup fin 2015 sur un poste en interne chez TF1. Je reviens aux sources. Et déçue ou pas du coup? Pas du tout, parce que j'y suis encore. Eh bien, passons à notre dernière date et du coup notre dernier voyage. Nous sommes le 28 septembre 2020. C'est un lundi, il est 8h30. Nous sommes à Boulogne-Billancourt, dans les locaux de TF1. Tu arrives dans l'open space après ton congé maternité de plusieurs mois, mais il n'y a personne. C'est très particulier, effectivement. Je reprends le travail après quasiment 8 mois d'arrêt. C'est mon deuxième congé maternité. On sort tous du Covid. J'ai une seule hâte, c'est reprendre le travail et de retrouver mes collègues et de retrouver cette chaleur humaine qui fait la marque de TF1, en tout cas ce que moi j'en connais, quoi. Et il n'y a personne. Il n'y a personne. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait la hola le jour où j'allais reprendre le travail, mais quand même, quelques sourires, ah, t'es revenu, ça faisait longtemps. Et en fait, rien. Le silence. C'est très particulier. Ils étaient tous en télétravail? Ils étaient tous en télétravail. Et en fait, j'étais la seule à avoir hâte de reprendre sur site, finalement, parce que moi, j'en pouvais plus, en fait, de rester chez moi et de voir les quatre murs de mon salon. Et effectivement, ils étaient tous en télétravail. Et donc là, je découvre réellement que ça y est, TF1 s'est transformé comme toutes les entreprises cette année-là. On a mis en place ce télétravail et les personnes sont en télétravail, c'est-à-dire qu'elles ne se déplacent plus en fait. C'est très particulier comme ambiance. Tu m'étonnes. Et tu reviens avec quel poste? Alors je reviens sur un poste un peu particulier parce que jusqu'à présent, donc de 2015 à 2020, donc pendant 5 ans, j'ai occupé des postes j'ai fait de la chefferie de projet, puis j'ai pris quelques responsabilités, mais c'était toujours sur des projets très cœur de métier, donc soit à la pub, TF1 diffuse la pub, tout le monde le sait, soit sur l'équipe qui gère encore une fois les programmes, parce que je suis revenue encore un vrai retour aux sources, je suis encore revenue dans l'équipe que j'avais quittée lors de ma première expérience. Mais là, effectivement, je reprends le travail sur un projet très transverse, donc c'est un projet de Digital Workspace. La direction des technologies de TF1 fait le choix de changer d'outil bureautique, donc de passer sur Gmail plutôt que Microsoft, on quitte l'univers Microsoft. Et c'est un vrai bouleversement en fait, pour les collaborateurs de la direction des technologies. On commence par cette population en se disant c'est la direction des technologies, ils seront plus ouverts, ils seront plus à même à s'approprier les outils. Mais quand même, c'est un bouleversement parce que déjà, on fait ça l'année du Covid où l'accompagnement sur le terrain, il est difficile à mettre en place vu que tout le monde est en télétravail. Mais au-delà de ça, c'est un changement d'usage, c'est un changement de réflexe, c'est
de l'accompagnement à mettre en place. Et finalement, j'arrive donc effectivement le 28 septembre 2020 avec comme mission de mettre en place cet accompagnement du changement qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent. La migration s'est faite, mais il faut accompagner. Donc, pour accompagner, ça va être prendre tous les pain points et essayer de comprendre est-ce que c'est du bug, est-ce qu'il y a une résolution, est-ce que c'est un manque de formation. Donc, voilà, c'est comment accompagner au mieux les collaborateurs à s'approprier ces nouveaux outils. Et donc je travaille sur ce projet-là pendant 6 mois. Donc c'est un peu particulier pour moi effectivement parce qu'on n'est plus du tout sur des projets cœur de métier TF1. C'est un projet transverse qu'on aurait pu mener dans n'importe quelle entreprise, mais ça me permet aussi de me détacher de ce que je connais en fait et de prendre un projet de plus grosse envergure, on va dire, et de faire beaucoup d'accompagnement du changement, ce que j'ai pas eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Et c'est pas longtemps après, si je me trompe pas, qu'il y a le problème de la rediffusion du JT. Exactement, oui, effectivement, c'est une date qui a beaucoup marqué, on en parle encore avec beaucoup de douleur. 18 février 2021, TF1 n'arrive pas à diffuser son JT 13h et c'est la première fois que TF1 n'est pas en mesure de fournir ce rendez-vous quotidien aux Français. C'est un jeudi, moi je me rappelle très bien parce qu'on était en réunion et je vois mon directeur des technos dire je suis désolée, je dois vous quitter, il est 12h43 et là on se regarde, ok, il est bientôt 13h, il y a un problème. Il y a un problème, ça sent pas bon, ça a l'air lié au JT, c'est chaud quoi, à moins de 20 minutes de diffusion. C'était jamais arrivé. C'était jamais arrivé dans toute l'histoire de TF1. Et depuis, ça s'est reproduit ou c'était là? Non, alors je pense que ça ne se reproduira pas parce qu'on a mis beaucoup de choses en place et justement, dès le lendemain, on cherche comment sécuriser tout ce process. Quand on a un pain dans un process, on est censé avoir des secours, en fait, des process secours, des plans A, des plans B, des plans C et suffisamment de plans pour toujours pouvoir diffuser ce JT. Et là, en l'occurrence, c'est un enchaînement de mauvaises circonstances qui a fait qu'on n'a pas pu déclencher tous ces plans de secours ou ils n'étaient pas assez sécurisés. Et donc moi, j'arrivais un peu sur la fin de mon projet Digital Workspace et on cherche à ce moment-là quelqu'un qui puisse suivre toute la partie sécurisation du process du JT, du production du JT. Et donc on me propose de travailler sur ce sujet-là. Moi, c'est pas du tout ma spécialité, c'est un domaine que je ne connais pas, la production des news et du JT. Mais encore une fois, pourquoi pas, l'opportunité se présente. On peut se dire, ça fait un moment qu'elle est chez TF1, elle a peut-être fait le tour. Et en fait, non, parce que encore un nouveau cœur de métier à découvrir, finalement, la partie news. C'est un projet que je mène avec beaucoup de passion, mais aussi un peu de stress et de pression, parce qu'il est dans le viseur des membres COMEX, du PDG, parce que tout le monde sait qu'on n'a pas réussi à diffuser ce JT, et donc derrière, il y a un suivi de comment est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas. Et en parallèle, donc c'est une première opportunité que je saisis, mais en parallèle, j'arrive à saisir une deuxième opportunité qui se présente. Donc la chargée de mission de notre directeur des technologies fait une mobilité, elle change de poste, et ce poste se libère. Donc les membres du CODIR cherchent à ce moment-là quelqu'un pour faire un peu d'intérim sur des tâches très opérationnelles, du type qui peut rédiger le CA des CODIR ou ce genre de choses. Moi, je me propose parce que pourquoi pas, finalement, ça permet d'intégrer un CODIR, de voir comment fonctionnent les discussions entre directeurs, etc. Et donc, petit à petit, je prends quelques tâches de ce poste de chargé de mission. Donc, c'est des tâches que tu prends en plus de la mission que tu as à côté? Oui, exactement. En fait, c'est des tâches en plus. Je ne prends pas officiellement le poste de chargé de mission, mais comme je connaissais... la chargée de mission, je suis entrée en contact avec elle pour savoir ce qu'elle faisait exactement. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire toutes ces tâches. Jusqu'à un moment où je lève la main en disant en fait, je crois que j'en fais un peu trop, je suis un peu sous l'eau, je comprends pas trop. Est-ce qu'on peut m'aider à prioriser? Qu'est-ce que je dois faire? Et on me dit en fait, tu sais, on t'a pas demandé de faire toutes les tâches que tu fais, mais c'est super sympa de les faire parce que ça nous aide. Et donc là, on me propose de prendre officiellement le poste de chargé de mission, parce que vu que je faisais toutes ces tâches. Alors juste pour préciser, c'est un poste qui n'est pas très connu, le poste de chargé de mission. C'est aussi ce qu'on appelle un chief of staff en anglais. Mais c'est un poste alors c'est pas un assistant, mais on est quand même aux côtés d'un directeur et on prend en charge pas mal de sujets ou projets transverses du type création et suivi de tableaux de bord, animation de la direction, ça va être préparer des supports de présentation, que ce soit pour la direction, pour le CODIR ou pour du reporting que doit faire le directeur en question. Voilà, donc c'est assez enrichissant et encore une fois, c'est
ça permet de développer cette vision très transverse qu'on n'a pas forcément quand on est sur des postes très opérationnels ou très cœur de métier dans une entreprise, quoi. Donc tu prends le poste, finalement, c'est toi qui prends le poste. Oui, et donc effectivement, je ne l'ai pas dit, mais on me propose le poste. Alors je dis oui, alors c'est vrai que je fais un peu la fine bouche. Oui, mais je sais pas trop. Moi, c'est un poste que je connais pas bien, donc je vois pas très bien les débouchés. Ok, pour dépanner, je veux bien faire de l'intérim jusqu'à la fin d'année. On doit être au mois de mars à peu près. On m'entend très bien. Alors, c'est très confortable comme situation de dire je fais un poste jusqu'à telle date et puis ensuite je retourne de là où je viens, c'est-à-dire du projet dans des sujets très cœur métier, donc soit programmation, soit pub, soit autre. Mais ça reste du projet, de la gestion de projet ici. Et donc du coup, mon directeur des techno accepte, me dit ok, c'est sympa, tu nous dépannes, vas-y. Jusqu'à ce qu'en septembre, j'entende que il lance le recrutement sur ce poste-là. Et là, je me rends compte qu'en fait, ça me passionne, quoi. Parce que je n'ai pas encore fait le tour de ce poste-là. Donc, j'ai présenté quelques tâches du poste, mais il faut savoir aussi que c'est un poste qui évolue en fonction de l'actualité de l'entreprise. En l'occurrence, moi, je travaillais également à ce moment-là, en septembre, sur un projet de carve-out. Donc, quand une entreprise cède une filiale, là en l'occurrence TF1 a cédé du jardin TF1 Games, qui est la partie licensing et jeux, à une autre entreprise qui s'appelle Jumbo 17. On a un projet informatique qui en découle, qui est comment est-ce qu'on détourne le SI de cette filiale pour pouvoir leur rendre en fait leurs outils, leurs données, sans que ça impacte notre SI à nous. Quelque part, ça me permet de découvrir encore des nouveaux sujets parce que je suis amenée à travailler avec la Strat. C'est une équipe avec laquelle je n'ai jamais été amenée à travailler puisque ce n'était pas du tout ce genre de sujet que je traitais jusqu'à présent. Et ça me permet effectivement de voir que quand on cède une entreprise, il y a aussi des projets informatiques qui en découlent, quoi. Donc encore de la découverte. Je tombe toujours pas dans l'ennui, donc passionnant. Donc effectivement, je suis dans cette période-là où j'ai des projets très différents de ce que je traite d'habitude sur lesquels je travaille. Et on me dit, le poste s'ouvre au recrutement, et là je me rends compte que non, je ne lâcherai pas ce poste tout de suite, j'ai trop de choses à faire encore. Et donc je reste sur ce poste pendant, là on est fin 2021 je crois, oui c'est ça, donc jusqu'à début 2023, donc 2 ans quasiment. Du coup là tu as trouvé ce que tu cherchais, et donc du coup c'est ce que tu fais aujourd'hui. Alors, non, on aurait pu le croire, mais non. Le parti pris de Thomas Jacques, donc c'est notre directeur des technos, ça a changé entre-temps, on a changé de directeur des technologies cette année. C'est le poste, mais c'est vraiment son parti pris sur ce poste-là. Tout le monde n'a pas la même vision du poste. Je trouve que c'est une vision qui est assez intéressante. C'est faire monter une jeune femme ingénieure, parce qu'effectivement, il y a très peu de femmes en fait dans ce secteur-là. Peut-être de plus en plus aujourd'hui, mais c'est encore compliqué. Une jeune femme ingénieure sur une durée limitée, donc de 2 ans, c'est un peu un poste tremplin, c'est-à-dire on ouvre une opportunité à quelqu'un, on le forme et ensuite soit cette personne-là fera une mobilité parce que ça y est, elle a fait le tour du poste, soit elle retournera dans l'organisation sur un poste qu'elle a envie de prendre. Mais ça permet aussi, alors c'est à la fois, c'est gagnant-gagnant en fait des deux côtés, c'est-à-dire que moi, j'ai eu du mal à quitter ce poste-là. En fait, quand les 2 ans sont arrivés, je me suis demandé si on ne remettait pas en cause ce que j'apportais sur le poste, si c'était ma personne qui était mise en cause, parce qu'on voulait changer de collaborateur sur ce poste. Alors que je savais, en plus, dès le début, que c'était 2 ans, mais c'est très dur de quitter un poste qui nous plaît. Et en fait, avec du recul, parce que moi, ça y est, ça fait 8 mois, la douleur est passée. Et je me rends compte que, encore une fois, c'est vraiment ça, c'est un poste tremplin. C'est-à-dire que moi, personnellement, oui, c'était très confortable, mais en fait, à un moment, il faut aussi oser sortir de sa zone de confort pour continuer à grandir, pour continuer à apprendre de nouvelles choses. Ouais, peut-être que moi, finalement, j'avais fini par faire le tour. Je m'en étais pas rendu compte, mais du coup, mon manager s'en était rendu compte avant moi. Donc aujourd'hui, j'ai changé de poste donc, depuis le mois d'avril à peu près. Donc j'ai pris des responsabilités. Je suis retournée sur du projet SI, de là où je viens. Mais encore une fois, du coup, sur du news. Donc, la partie news, c'est une partie que j'ai découverte grâce à mon projet de sécurisation de production du JT. Mais ce n'est pas une partie que je connaissais. Donc, j'ai pris une équipe en charge. On est une quinzaine de personnes aujourd'hui sur un domaine que je ne connais pas forcément. Donc, je suis montée en compétence et je continue à monter en compétence parce que
on apprend toujours tous les jours sur ce domaine-là. Et ça me plaît bien. Encore un poste qui me plaît bien, encore des sujets qui me plaisent bien, quoi. Et je disais que c'est gagnant-gagnant parce que finalement, même pour la personne qui a une chargée de mission, ça lui permet d'avoir un regard neuf constamment tous les 2 ans. Donc c'est vrai que quand au bout de 2 ans, je suis pas sûre d'avoir le même recul que ce que j'avais quand je suis arrivée sur le poste et à challenger des décisions qui sont prises ou des choses qui sont faites, quoi. Donc c'est très intéressant comme vision, quoi. Eh bien, notre voyage s'achève ici. Mais avant de conclure et de te remercier et de dire au revoir, je propose qu'on passe à la question de l'étudiant. Cher étudiant, est-ce que tu m'entends ? Oui. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous dire dans quel majeur tu es et ensuite je te laisse enchaîner sur ta question, Amanpreet. Je me présente, je suis Kimberly, je suis en 4e année à l'Effray et j'aurais une question à poser. De ce que j'ai compris, parce que le poste de chargé de mission est un poste tremplin pour la femme. Et est-ce que c'est quelque chose d'habituel en entreprise ou pas ? Moi, je vais parler de ce que je connais, en fait. C'est surtout, je peux parler de TF1. Ensuite, est-ce que les autres entreprises le font ? Je pense qu'aujourd'hui, elles sont un peu obligées de le faire. La vision de mon manager, c'était d'en faire un poste tremplin pour les femmes. Mais effectivement, il y a un vrai enjeu d'inclusion des femmes, que ce soit dans le monde du digital, dans le monde informatique ou de manière plus générale dans les entreprises, dans le monde de l'entreprise. Pendant très longtemps, les femmes ont eu un plafond de verre en fait au-dessus d'elles. Elles étaient assez limitées dans leur évolution de carrière. Les choses ont quand même pas mal changé ces dernières années. Et si je prends l'exemple de TF1, le COMEX aujourd'hui en 2023 est à 50%, constitué de 50% de femmes, 50% hommes, ce qui est une énorme victoire, en fait, quelque part pour les femmes. Ensuite, les femmes doivent prendre leur place, mais elles ne pourront le faire qu'en s'entraidant entre elles, mais également en ayant des hommes alliés à leur cause pour les aider également à prendre la place qu'elles sont censées prendre, quoi. Donc, il y a des sujets, il y a des sujets qui font débat, tels que la discrimination positive. Moi-même, j'ai évolué aussi sur ce sujet-là parce que c'est un sujet avec lequel j'avais un peu de difficulté. Personnellement, à l'Effray, on était 10% de filles. Quand j'ai commencé dans le monde informatique, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de filles, mais ce n'est pas quelque chose qui me dérangeait plus que ça. Et surtout, tout comme le sujet d'inclusion qu'on traitait tout à l'heure sur l'immigration, j'ai pas eu la sensation d'avoir été discriminée parce que j'étais une femme, en fait. Au contraire, ça a toujours été un non-sujet pour moi. Mais effectivement, là, au bout de 10 ans, 15 ans d'expérience, je me rends compte qu'il y a un vrai sujet et qu'il faut que les choses changent. Donc oui, la discrimination positive fait débat, mais tant qu'on ne sera pas à 50-50, on sera obligé de privilégier les femmes pour leur donner la place qu'elles sont censées prendre en les aidant comme il faut, avant de revenir sur un pied d'égalité, de dire là, ça y est, on arrête la discrimination et on est de nouveau complètement neutre sur le sujet. On prend la personne la plus compétente et pas à compétence égale, il faut qu'on prenne une femme parce qu'on n'en a pas assez dans le secteur de l'entreprise, quoi. Et d'ailleurs, il y a un argument que m'a partagé une femme très inspirante que tu connais très bien toi aussi, qui s'appelle Cathy Fontenot, qui dit que, en gros, souvent, on parle de discrimination positive et ce qu'on reproche, c'est de dire oui, mais finalement, les femmes qui sont à ces postes-là, qui ont été à ces postes-là grâce à la discrimination positive, elles sont moins compétentes. Et justement, un des arguments qu'on peut sortir, c'est de dire oui, mais en fait, c'est juste l'égalité. Et j'ai trouvé ça vraiment énorme. Je trouve ça génial de pouvoir démanteler ce genre d'argument juste avec cette phrase-là, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'hommes aussi qui sont à des postes et qui sont moins compétents que d'autres. Exactement. Et ça, eux, on ne le démonte pas. Par contre, parce que c'est une femme, on va dire c'est une femme et elle est moins compétente. On va encore plus appuyer cet argument. Tout à fait. C'est ça. Donc voilà, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Kimberly, pour ta question. Merci pour la réponse, ça m'a beaucoup aidée. Merci à toi, merci aussi à Amanpreet. Merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble, cet effort agréable et sympathique. Merci pour l'accueil. Je t'en prie. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Et puis, quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode pour un nouveau voyage.